Nous allons parler satisfaire le singulier tout en respectant le collectif ou au cœur du collectif dans les lieux de vie comme les EHPAD, avec une personne qui connaît bien le sujet. Vous allez voir une émission, à mon avis, qui va être passionnante. Brigitte Mahé, qui est designer spécialisée dans la santé et de la maison, autrement connue, la maison attentive. Bonjour Brigitte. Bonjour. Peut-être vous présenter, je pense qu'à mon avis c'est nécessaire, Oui. votre parcours peut-être, et ensuite Alors, après présenter ce Brigitte, que vous faites. je m'appelle Brigitte Mass. C'est un nom du Nord. Voilà. Je suis donc la fondatrice de la Maison Attentive, qui est une agence qui est dédiée au design de la santé. Alors, le design de la santé, c'est quoi? C'est une activité d'architecture intérieure qui est dédiée aux établissements du sanitaire et du médico-social. Donc, nous travaillons sur les bases de l'ergonomie physique et cognitive. On a aussi des formations, on a suivi des formations de type Montessori. L'idée, c'est d'écouter, de rencontrer, d'aller à la rencontre des personnes qui sont accueillies dans les lieux du sanitaire et du médico-social et de créer un environnement qui va leur apporter du bien-être, qui va leur apporter de l'autonomie, qui va leur apporter du plaisir aussi, puisqu'on intervient beaucoup dans des lieux collectifs. Et voilà, c'est pas toujours facile de vivre tous ensemble. Et notre souci, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de prendre soin de chacun et de chacune dans un collectif qui est aussi une entité à part entière. Donc, prendre aussi soin du collectif, mais tout en respectant la liberté de chacun. Et donc ça passe, quand j'ai vu votre site, quand j'ai découvert, j'ai trouvé ça très très bien, ça passe par des architectures, on va dire par j'allais dire de l'ameublement, des objets d'architecture qui sont mis dans les EHPAD. Est-ce que déjà peut-être expliquer un projet qu'on comprenne tout de suite de ce dont il s'agit? Alors, ça fait très longtemps qu'on intervient dans les EHPAD. On a travaillé avec les professionnels, on a travaillé avec les résidents, on a travaillé avec les familles pour essayer de comprendre les besoins, les désirs et les rêves. En analysant tous ces éléments, on a créé des laboratoires d'idées, on a créé des lieux types qui ont été expérimentés. On est retourné sur les lieux, on a re-questionné les personnes sur l'usage qui est fait de ces lieux. Et on a fait comme ça des espaces qui étaient créés sur mesure, suivant les établissements, suivant le projet médical, suivant les projets de vie. Aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle la micro-architecture attentive, et qui est un peu l'aboutissement de tout ce travail. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui vont intégrer à la fois du son, de l'éclairage, de l'acoustique, des odeurs parfois, c'est-à-dire qu'on fait vraiment appel à tous les sens pour créer une atmosphère où les personnes vont pouvoir se retrouver elles-mêmes, se retrouver avec les autres, et qui sont des petites bulles un petit peu d'individualité au sein des lieux collectifs. Vous pouvez donner un exemple, par exemple, d'une architecture qui apporte ce bénéfice? Alors, on a créé notre premier bébé, c'est le confident. Alors, les confidents, ce sont des cloisons qui font une hauteur très précisément de 1,46 m. Alors, ce sont des cloisons courbes dans lesquelles on s'installe. Alors, pourquoi 1,46 m? Parce que quand on est assis, on est complètement protégé par les cloisons. Et dès qu'on se lève, on a le regard qui couvre tout l'espace. Donc, c'est vraiment cette notion de l'individu par rapport au collectif, c'est-à-dire je suis quand même au sein du collectif, je perçois ce qui se passe autour de moi, mais quand je suis dans ce petit environnement qui est créé de deux cloisons courbes qui sont un petit peu comme deux parenthèses dans un grand espace, ce sont des meubles qui sont sonorisés, et du coup, je suis dans ma petite bulle sonore. On y ajoute aussi des parfums. Voilà, c'est un petit espace à soi, un petit moment à soi, une petite bulle dans laquelle on se retrouve dans l'activité un petit peu de l'établissement. D'accord. En fait, si j'ai bien vu sur la photo, c'est deux sièges qui sont un petit peu face à face et qui sont dans une sorte d'alcôve où on se retrouve un peu seul ou face à face ou face à une personne.
Voilà, c'est comme une alcôve. Alors, certains ont des banquettes, d'autres n'en ont pas. Comme ça, on peut venir aussi, par exemple, si on est en fauteuil roulant. Et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que je peux me mettre dans cet espace, fermer les yeux, me sentir bien. Il y a aussi cette notion de ce que j'appelle apprivoiser les nouvelles technologies. C'est-à-dire quand je suis bien dans cet élément qui est à la fois qui protège, mais à la fois qui n'est pas enfermant, puisque je peux rentrer, sortir comme je veux. C'est peut-être l'occasion de proposer un rendez-vous Skype avec quelqu'un de la famille ou autre, voilà, que quelqu'un vienne vous rejoindre, ou ça peut être un atelier de musicothérapie. Voilà, c'est vraiment cette petite parenthèse à soi. Et ce que l'on recherche et ce que l'on voit bien dans ce projet des confidences, c'est je peux y rentrer quand je veux, je peux en sortir quand je veux. Et c'est vraiment un travail que l'on fait sur cette liberté d'aller et venir. C'est-à-dire que ce sont des espaces qui sont des propositions. C'est des espaces qui ont leur raison d'être quand quelqu'un pénètre dans l'espace. C'est ça qui va le mettre en activité. Et ce ne sont jamais des espaces contraints. C'est-à-dire, c'est très mobile. Alors, les confidents, en plus, ils sont extrêmement mobiles. C'est-à-dire qu'on peut les déplacer. Ils sont à la fois très stables, très structurants d'un sous-espace, mais en même temps, ils sont très, très mobiles. Donc, on peut les balader un petit peu partout dans l'établissement. Et nous, on aime bien cette idée de ne pas faire une architecture qui soit figée, parce que la vie des établissements bouge tout le temps. Et puis, même au cours de la journée, comme ça permet d'avoir des activités différentes dans un même espace. D'accord. Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples d'architecture ou d'éléments architecturaux que vous proposez aux EHPAD? Alors, on travaille aujourd'hui sur un espace de télémédecine. Alors, on l'appelait l'instant feutré parce que c'est un espace qui est conçu sur la base d'une structure métallique et de cloisons type cloisons japonaises qui sont créées avec du feutre. Si bien qu'on peut, si on a un rendez-vous de télémédecine, on peut complètement fermer l'espace. Donc, ce sont des cloisons qui vont coulisser. Par contre, pour ne pas condamner cet espace pendant les 6 autres jours de la semaine où il n'y a pas cette proposition, eh bien, on ouvre complètement les cloisons et c'est un espace qui s'ouvre sur l'espace général. Donc voilà, c'est fermé, c'est ouvert et c'est complètement modulable par rapport aux différentes activités de la journée. C'est toujours le même principe, c'est pouvoir avoir un espace flexible où j'ai une sorte d'intimité dans un espace collectif qui est l'EHPAD. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Et ça veut dire qu'on n'est pas en retrait du collectif, parce que le collectif, ça a aussi une vraie valeur. Dire, je ne suis pas inquiet parce que je sens qu'il se passe des choses autour, mais on peut respecter mon intimité. La question qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous avez fait pour développer l'ensemble de ces éléments? Est-ce qu'on demande les avis des familles, les avis des résidents? Et puis ensuite, comment est-ce que vous avez concrètement fait pour avoir les avis des résidents puis des salariés, j'imagine? Alors, en fait, avant de commencer quoi que ce soit, on écoute. Moi, je dis à chaque fois, c'est une page blanche. Donc, on nous a appelé, par exemple, si on reprend l'exemple des confidents, on nous a appelé pour créer ce qu'on appelle un PASA. Un PASA, c'est un pôle d'activité de soins adaptés. C'est un espace qui est proposé à 12 ou 14 résidents qui sont résidents de l'établissement et qui sont accueillis pendant de 10 heures du matin à 18 heures dans ces espaces. Ce sont souvent des gens qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais qui sont très actifs. Et donc, alors j'aime pas trop le terme, mais ce qu'on nous dit, c'est qu'ils perturbent un petit peu l'activité dans les étages, c'est-à-dire ils sont tout le temps en activité. Et du coup, de ce fait, ils sont très entourés dans le PASA, ils vont être accueillis dans ce pôle par du personnel qui est absolument formé et on va leur proposer énormément d'activités toute la journée. Ils vont se créer une petite collectivité, ils sont une douzaine, ça fait une petite famille et ils vont avoir des activités de cuisine et autres. Voilà, donc on nous avait donné un cahier des charges, l'ARS nous avait donné un cahier des charges très précis pour le PASA et nous, en réfléchissant, on s'est dit, mais qui était de complètement structurer l'espace. Et nous, on s'est dit, on a peut-être une autre manière de structurer l'espace et ce sont ces fameuses cloisons qui sont assez basses, qui vont effectivement cloisonner l'espace, mais qui ne vont pas le condamner, le diviser. Voilà. Donc, à chaque fois, on écoute et puis on se dit, mais il y a peut-être autre chose. Et donc, on les a mis en place. C'était un établissement dans le Nord. On a fait un premier établissement. Et on a travaillé avec un sociologue en plus. On avait cette chance d'avoir un sociologue qui travaillait aussi sur le projet du PASA, parce que c'était un des premiers PASA de France. Et on est revenu 1 mois après, 6 mois après, pour avoir le retour de ce qu'on avait mis en œuvre. Donc, il y avait des confidents, il y avait aussi d'autres choses. On avait fait une cuisine très ouverte avec une cuisine participative.
Et c'était intéressant de dire, bah voilà, ça c'est très bien, ça, ce placard-là, on l'aurait peut-être vu comme ça. Mais c'est toujours des choses très constructives, ce ne sont jamais des critiques. On travaille avec les équipes sur vraiment ce que j'appelle de la complicité, c'est-à-dire et comment on peut aller encore plus loin et comment, voilà. Et c'est cette écoute. Et on fait que traduire ce que l'on a entendu. Donc on a un cahier des charges qui est, que l'on nourrit aussi avec les équipes en disant est-ce que vous pouvez expliquer voilà, le dernier établissement qu'on a fait, il y a eu 6 ans de travail avant de construire l'établissement neuf. Hein. Donc c'est quand même du travail de très très long cours. Et on a une chance incroyable d'avoir des maîtres d'ouvrage qui sont très impliqués, qui osent et qui vont. On a eu des living labs d'une journée entière avec des résidents, avec des soignants, avec des gens de l'extérieur. Voilà. C'est un travail qui est très, très construit, en fait. Et nous on écoute et en fait, on ne fait que traduire et on demande est-ce qu'on a bien compris, est-ce que la traduction est bonne. Et c'est comme ça qu'on arrive à des choses qui sont abouties. Une fois que vous avez écouté les résidents, les salariés, enfin l'ensemble des personnes, c'est la réalisation concrète enfin, de l'objet, du meuble, ou enfin, de l'espace, c'est vous qui l'imaginez de A à Z ou vous allez piocher dans ce qui existe déjà Ah, on imagine de A à Z, c'est sûr. On imagine de A à Z. Oui, oui, tout à fait. À chaque fois, c'est des créations, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, avant l'enregistrement, on parlait d'un, je ne sais pas comment vous allez l'appeler, comment on appelle ça en fait, d'un système au plafond, enfin, vous allez mieux expliquer, mieux Une expliquer avec structure moi. acoustique, ouais. Une sonorité, Ouais. voilà, pour permettre, pour niveau sonorité dans un hall, en fait, Ouais. là, c'est également imaginé. Peut-être d'abord expliquer ce que c'est mieux que je l'ai fait. Est-ce que est-ce que c'est vous qui l'imaginez complètement, ou est-ce que vous partez d'études déjà réalisées ou de basiques déjà réalisées? Non, en fait, on l'imagine complètement, c'est-à-dire qu'on regarde le lieu, donc on a une demande qui est précise, qui a été précisée par les rencontres. Après, c'est le lieu qui va nous parler. On se dit, ce lieu-là, le lieu dans lequel on a fait une espèce de grande sculpture acoustique, donc qui est un anneau qui va recevoir des baffles acoustiques qui ont une forme un petit peu aléatoire et qui va en fait, qui est une réponse aussi à la rigueur du hall. C'est-à-dire qu'on avait un hall très très anguleux, on avait un carrelage un petit peu sévère, un revêtement de sol un petit peu sévère. On s'est dit, bon, il faut y amener un petit peu de douceur. Moi, je travaille beaucoup sur la rondeur parce que je trouve que le monde, il est très, très, il est un petit peu agressif, tous ces angles rentrants, sortants. Donc, je travaille beaucoup sur la rondeur. Et la forme, elle vient un petit peu, vous savez, il y a un côté aussi un petit peu intuitif. À un moment, on regarde le lieu et puis tout d'un coup, on commence à dessiner et hop, voilà. Et la forme, elle est venue comme ça, elle a été induite comme ça. Donc, c'est le lieu aussi qui nous induit la forme, l'envie d'y amener de la douceur, une espèce de complémentarité, aussi bien au niveau des formes que des couleurs. Et c'est comme ça, en fait, que les formes arrivent. Et après, il y a pas de. Nous, on connaît très bien tous les matériaux possibles et générables parce que c'est notre travail quotidien. On reçoit beaucoup de fournisseurs de fournitures. On travaille aussi avec les gens qui réalisent les projets et qui font évoluer les projets. Là, aujourd'hui, je travaille avec des ateliers à Rodez, des ateliers du Rouergue. J'arrive avec mon projet et puis il y a un des menuisiers qui va me dire bah, tiens, moi j'ai fait comme ça l'autre jour, qu'est-ce que vous en pensez telle serrure, telle petite poignée. Voilà, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que nos projets, on travaille toujours en équipe avec un tas de personnes. Et si on prend l'anneau acoustique, on va travailler d'abord déjà avec l'acousticien, après on a travaillé avec le métallier, après on a travaillé avec les mousses, après voilà. C'est tout ça, c'est toujours un travail de co-construction un petit peu. Mais l'idée, nous, on écoute, après on imagine quelque chose, et après on va faire grandir l'idée avec une équipe avec laquelle on va travailler. Vos réalisations sont très originales, je trouve. Euh, le démarrage, l'idée, enfin, comment on démarre? En fait, c'est vous qui allez dans un lieu et vous avez une idée, ou est-ce que c'est le dirigeant de l'EHPAD qui dit, voilà, j'ai tel besoin? Enfin, parce qu'en fait, je vois mal un dirigeant d'EHPAD, ou même moi d'ailleurs, imaginer ce que vous allez faire derrière. C'est quasi impossible. Donc, comment ça se passe? C'est vous qui proposez ou c'est un besoin qui vient à vous? Enfin, une demande qui vient à vous. Nous, on nous appelle en nous disant, par exemple, là, on travaille sur le restaurant d'un EHPAD. On nous appelle en disant, voilà, on a un problème acoustique, donc on travaille là-dessus. On travaille sur la réponse technique. Et ensuite, alors c'est difficile, hein, il y a une petite chose qui est difficile à capter, qui est de l'ordre de l'intuition, hein, sans jouer à l'artiste. Il y a un moment où on se dit, c'est ça. Mais il y a une espèce on écoute, on s'imprègne du sujet, on a l'esprit qui se promène un petit peu, et puis un jour, on se dit, voilà, c'est ça qu'il faut.
Et on arrive, on explique, on raconte l'histoire un petit peu. Pourquoi on est sûr à un moment que c'est ça qu'il faut. Là, on travaille sur un hôpital, on travaille sur le développement durable, on doit travailler sur la colonne de l'hôpital au niveau de la signalétique. Je suis en train de réfléchir sur les racines, les rhizomes, etc. Il y a un côté un petit peu au début d'espèce d'image mentale qui part un petit peu dans tous les sens, et puis tout d'un coup on se dit bah voilà, et ça s'affine, on définit une intention. Ce qui est important, c'est de définir une intention. Une fois qu'on a défini une intention, on va trouver un thème à cette intention, et ce thème on va le décliner. Alors peut-être que quand on voit après le lieu, on ne sent pas exactement le thème, mais du coup il y a une espèce de cohérence entre les formes, les couleurs, et c'est un peu abstrait aussi, donc chacun un peu va s'y retrouver, mais il y a un travail sur les couleurs, de complémentarité des couleurs, de confort, voilà, c'est tout ça. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais il y a toujours quelque chose qui est un petit peu difficile à définir, de l'ordre de l'évidence, qui est en fait la conséquence d'un travail d'écoute, d'un travail de réflexion, d'un travail de réflexion permanente. On travaille aussi beaucoup avec des philosophes, avec des sociologues. Voilà, il y a un enrichissement au quotidien qui fait que quand on est sur un projet, voilà, il y a quelque chose qui arrive. Comment est-ce que les directeurs d'EHPAD réagissent? Parce que si moi j'ai un problème d'acoustique je sais pas, dans mon restaurant, j'aurais peut-être plutôt une solution toute simple d'avoir un acousticien qui va me régler ça avec une solution qui a été éprouvée, standardisée, on va imaginer ça. Et vous arrivez avec une solution qui ne sera pas claire au début, vous voyez. Vous allez écouter, qui va être plus long, qui va être sur mesure. En fait, en tant que directeur d'EHPAD, je ne vais pas savoir où vous allez m'emmener. Comment est-ce qu'ils réagissent au début? Alors, effectivement, hein, parfois ils arrivent avec une... Bon, après, quand ils viennent nous chercher, ils savent un petit peu ce que l'on fait, donc ils savent déjà d'accord, bien sûr, d'accord. bousculer. Si nous, éventuellement, c'est rare, mais si on s'aperçoit qu'ils ne sont pas prêts à aller un petit peu au-delà, c'est-à-dire notamment apporter le confort acoustique, mais il y a la notion de beauté qui est importante, moi, je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Les jours, et un peu de cadeaux à faire aux résidents, aux gens qui sont là. Donc, on vient nous chercher parce qu'on sait un petit peu ce qu'on fait. Après, on a toujours un côté quand même très concret, c'est-à-dire que moi, je vais réfléchir sur la performance acoustique, je vais créer mon objet et ensuite on va vérifier la performance acoustique. Donc ça dépend un petit peu, on a des maîtres d'ouvrage avec qui on travaille depuis très très longtemps et puis on discute, hein, on n'est pas toujours d'accord, on avance et puis à un moment ils me disent bon c'est vous de sachant sur ce sujet-là, allez-y quoi. Après pour d'autres on se dit bah voilà on va faire quand même une étude acoustique de résultat. On propose aussi en disant, bah, si vous voulez, après, on fait une réception acoustique. Voilà. Ça dépend aussi des caractères de chacun. Il y a des personnes qui ont toujours besoin d'être rassurées, et ce que je comprends, hein, les directeurs d'établissement, ils ont quand même des contraintes colossales. Donc, ils ont besoin d'être rassurés pour pouvoir aussi se justifier vis-à-vis d'un conseil d'administration ou du personnel, etc. Quoi. Donc voilà, on a beaucoup de respect aussi parce qu'on considère qu'ils ont un travail très compliqué et de ce fait, soit le directeur ou la directrice va nous suivre très spontanément, soit on va lui donner les éléments pour pouvoir être assuré, pour pouvoir se lancer dans l'aventure. Parce que c'est toujours quand même un petit peu une aventure. Hein. C'est justement ce que je voulais dire. Les EHPAD ont encore les moyens de payer ce genre de prestations ou de réalisations? Alors, elles ont les moyens parce que notre idée, c'est la notion de l'investissement. C'est-à-dire, je propose des espaces ouverts aux résidents, je vais soulager le travail des professionnels, je vais, alors en extrapolant, mais c'est vrai, hein, je vais éviter l'absentéisme, je vais avoir des équipes qui vont être motivées, je vais avoir des professionnels qui vont avoir fait des formations Montessori, Humanitude, et quand elles vont arriver dans leur établissement, elles vont pouvoir mettre en œuvre les formations qu'elles ont suivies, parce que le problème, c'est qu'il y a des formations absolument magnifiques, mais si quand vous rentrez dans votre établissement, vous ne pouvez pas mettre en œuvre cette formation parce que l'espace ne s'y prête pas, bah, toute l'énergie et le bonheur que vous avez eu à apprendre des choses va se dégonfler comme un ballon de baudruche et on va perdre toute l'énergie qui a été trouvée. Donc, des professionnels qui ont les outils pour mettre en œuvre ce qu'ils ont appris, cette richesse-là, eh bien, ils vont être fidélisés, il y aura moins de problèmes d'absentéisme, il y aura moins de résidents qui vont se perdre dans les couloirs et qui vont
qui vont avoir peur et qui vont monopoliser des équipes. Et puis, il y a aussi un sujet très, pour attirer en fait des résidents ou des patients dans les établissements, il faut que ce soit beau, il faut qu'on sente, si vous voulez confier quelqu'un de votre famille dans un établissement, bah, vous allez peut-être quand même choisir celui où vous sentez qu'il y a de la réflexion, qu'il y a une éthique, qu'il y a des lieux qui ont été pensés, et c'est un fait. Hein. Il y a des établissements, bah, tous les lits ne sont pas pleins, et puis les subventions, elles sont à hauteur du nombre de lits qui sont occupés. Et donc, il y a aussi des choses très concrètes par rapport à ça. Donc, les moyens, bah, c'est la notion d'investissement. J'investis dans quelque chose et j'ai un retour sur mon investissement parce que mes lits sont pleins et que mes équipes vont bien et que je ne perds pas d'argent en prenant des personnes de l'extérieur, des intérimaires, parce que mon équipe est trop affaiblie, tout ça. Voilà. Donc, le sujet de l'investissement, eh ben, il y a un retour sur investissement. Alors, peut-être expliquer un peu plus. Ce qui m'intéresserait, serait qu'on explique un peu plus comment est-ce que vous faites le lien entre un objet que vous créez, enfin une architecture que vous créez, et la baisse de l'absentéisme. Bah, par exemple, si on reprend notre idée de microarchitecture, c'est que je vais avoir des propositions de lieux pour que les résidents puissent, dans la liberté d'aller venir, choisir un moment de la journée, d'aller dans ce lieu-là, d'écouter de la musique, d'avoir une rencontre Skype. Et de ce fait, bah, les professionnels, ils ne seront pas toujours mobilisés à occuper, entre guillemets, j'aime pas du tout le terme en plus, les résidents. Ils vont être moins fatigués. C'est tout simple. Par exemple, si vous traitez l'acoustique dans un établissement, le personnel va être beaucoup moins fatigué. Il y aura beaucoup moins d'excitation. Il y a une ambiance qui va être beaucoup plus posée. Vous rentrez chez vous, vous êtes moins fatigué et vous êtes content de revenir le lendemain. Alors que si vous êtes dans un lieu qui est bruyant, qui n'est pas beau, qui ergonomiquement n'est pas fonctionnel. Il y a aussi un sujet qui est l'ergonomie, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'une ergonomie très pensée, ça soulage et physiquement et mentalement. C'est-à-dire, nous, les réunions de travail que l'on fait quand on doit réintervenir dans un établissement, c'est extraordinaire. J'appelle ça se rencontrer et se rendre compte. C'est-à-dire, les équipes aussi se rencontrent entre elles et se rendent compte du travail de chacun. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un petit local prévu pour ranger le chariot ménage, il va toujours être dans le couloir, tout le monde va s'agacer de ça, sauf que la personne qui en est responsable, elle ne sait pas où le ranger. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Parfois, il y a des toutes petites interventions qui vont soulager tout le monde. Et voilà. Après, il y a aussi la question je pars peut-être un petit peu dans tous les sens, mais c'est des sujets tellement passionnants. Il y a le sujet de tous les acteurs de l'EHPAD, c'est-à-dire, par exemple, le sujet de la cuisine. On voit rarement toutes les personnes, tous les acteurs qui tournent autour de la vie de l'EHPAD. C'est-à-dire, il y a le cuisinier, les gens de services techniques, etc. Nous, on essaie d'ouvrir ces espaces-là. On essaie, avec les nouvelles technologies, d'avoir une communication entre le cuisinier qui est en train de préparer la tarte aux pommes pour midi et les résidents. Voilà, il y a plein de choses comme ça qu'on essaie d'expérimenter et qui donnent du plaisir à tout le monde. Et les professionnels sont reconnus dans tous les sens du terme et ils ont plaisir à venir. Et c'est dans ce sens-là où on peut, pas fidéliser, mais garder le moral des équipes. Parce qu'ils en ont vu un petit peu de toutes les couleurs. On garde le moral des équipes. Ils sont heureux de venir. Ils ont des lieux qui sont beaux. C'est quand même quelque chose d'aller dans un lieu qui est beau plutôt que d'avoir un lieu vieillissant, difficile à entretenir, parce qu'un lieu qui est vieillissant, c'est difficile à entretenir. Et après, vous avez des endroits où vous avez des revêtements de sol qui sont pas réguliers, c'est des risques de chute, c'est difficile à entretenir. Voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire, en prenant soin des lieux, en prenant soin du cadre de vie, eh bien, c'est beaucoup plus facile à vivre au quotidien. Avec votre CUP et votre expérience, les EHPAD que vous voyez, d'après vous, quels sont les besoins les plus importants à l'heure actuelle dans votre secteur d'activité, enfin, suivant votre vision? Bah, moi, je reviens un peu à mon idée, c'est de pouvoir offrir aux résidents des espaces, puisque c'est mon sujet, l'espace, où ils puissent aller librement, quand il veut, comme il veut, qu'il puisse choisir ce qu'il va faire tout au long de la journée. On a pour ça, on peut créer des espaces, même des petits espaces de sport, des petits espaces. On a, grâce avec les nouvelles technologies, on peut avoir un regard bienveillant pour que les résidents ne se mettent pas en danger. Donc, cette liberté d'aller et venir, elle peut être encouragée par ça. On travaille actuellement sur un projet de signalétique aussi sonore pour qu'on puisse on peut préparer un circuit dans l'établissement qui va avec l'extérieur, qui revient pour que les personnes
qui ont envie de se promener peuvent se promener. Pourquoi les personnes restent, vous rentrez dans les établissements, ils sont assis sur des fauteuils, alors que certains peuvent marcher très facilement, mais il y a la peur de la chute, il y a la peur de se perdre. Voilà. Comment on peut accompagner comme ça ce plaisir? Quand on dit résidence, c'est que c'est leur lieu d'habitation. Comment est-ce qu'ils peuvent profiter de ce lieu d'habitation? Comment ils peuvent se promener, avoir des espaces où se poser, où se retrouver seuls, tout en entendant toute l'énergie qu'il y a dans l'établissement. Voilà, l'idée c'est ça, c'est de ponctuer l'établissement avec des espaces où être accueilli et où on est complètement autonome. Et avec l'appui des nouvelles technologies pour prendre soin, c'est-à-dire pour déclencher, enfin, qu'il y ait des appels, s'il y a des chutes, s'il y a des inquiétudes, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Pour aller peut-être un peu plus loin, avec une question qui sera peut-être un peu trop vaste, mais qui m'intéresse quand même. On estime que je dirige un groupe d'EHPAD, que je veux ouvrir un nouvel EHPAD dans l'Aveyron, par exemple, et vous avez carte blanche totale. Oui. Lorsqu'il sera construit, l'EHPAD ressemblera à quoi? Alors, si on est vraiment dans le côté vraiment visionnaire, moi je pense il faut vraiment travailler sur, il y a deux choses pour moi. Il y a les lieux collectifs et il y a l'hébergement. Pour moi, le problème de l'EHPAD aujourd'hui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'hébergement, qui est en fait une chambre. Et on a un alignement de chambres, tout le monde se lève à la même heure, tout le monde fait sa toilette tour à tour, etc. Moi, je pense que la chambre, ça doit être un endroit très privé où la personne doit pouvoir avoir son propre univers. Aujourd'hui, j'ai participé à ça aussi, faire des EHPAD où toutes les chambres étaient identiques. Voilà. Donc, comment faire pour que chaque chambre soit le propre univers de la personne et qu'elle se rende dans le lieu collectif quand elle le souhaite. Alors, il faut savoir qu'en EHPAD, il y a des gens qui sont très déficients physiquement ou intellectuellement, mais je pense que l'architecture peut accompagner comme ça ce retour à l'autonomie. Pour moi, il y a vraiment des lieux collectifs, mais préserver le lieu de l'intimité de la personne. Ce n'est pas du tout comme ça aujourd'hui. J'aime beaucoup Bernard Ennui, qui est sociologue, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très spécialisé sur le vieillissement. Lui, il est absolument contre les EHPAD, on échange assez régulièrement. Je pense qu'il y a peut-être un intermédiaire. Alors, il y a cette notion de béguinage, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, le béguinage. Oui. Moi, ça, j'aime beaucoup ce principe-là. Alors, on travaille aussi sur des établissements qui sont des EHPAD traditionnels et avec à proximité un béguinage qui permet aux personnes qui sont dans les béguinages de venir à l'EHPAD pour profiter d'un repas, d'une fête, d'un atelier mémoire, d'une séance de cinéma, etc. Et je me demande dans quelle mesure on ne pourrait pas extrapoler ça avec peut-être moins de distance par rapport au béguinage, mais il faudrait vraiment que la chambre, ce soit quand même un vrai lieu d'intimité. Il y a quand même des EHPAD encore où on rentre dans la chambre de Madame Dupont comme ça, sans appeler, sans prévenir, voilà. Pour moi, l'avenir, ce serait ça. C'est des séquences, c'est-à-dire, je pense que la personne au domicile, le vrai problème, c'est le fait qu'il n'y ait plus de rencontres, mais d'avoir son chez-soi et d'avoir accès, quand on le veut, au lieu collectif, je pense que c'est important. D'accord. Ça, c'était le premier point, ou il y avait un deuxième point, non? Où c'était dans les pas tels que si vous avez carte blanche, ça serait collectif, individualité, chambre individuelle, plus possibilité de collectif, c'est ça. Mais est-ce que, par exemple, sur l'extérieur de l'EHPAD, il y aurait des changements? Alors, moi, je pense que oui. Je pense qu'il y aurait déjà même dans l'intérieur, c'est-à-dire ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a les espaces, ce qu'on appelle les espaces de vie. Le terme, ça fait toujours, on a toujours beaucoup à dire sur les termes. Et puis après, il y a toute la logistique autour auquel les résidents n'ont pas accès. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas avoir. Alors, il y a toujours des problèmes de sécurité, de normes, etc. Mais la lingerie pourrait être accessible pour les personnes puissent venir donner un petit coup de main. La cuisine pourrait être accessible. Voilà. Je trouve, les services techniques, alors il y a des EHPAD qui font ce genre de choses, mais c'est relativement ponctuel. C'est-à-dire proposer des activités de participation des résidents à leur lieu. On peut très bien imaginer qu'une femme ou un homme ait envie de bricoler pour l'établissement. On peut très bien imaginer qu'une femme ou un homme ait envie de participer à la cuisine. Voilà. C'est ne pas scinder comme ça, cantonner tout le monde dans un lieu de vie de telle heure à telle heure, puis passer un repas, ils ne savent même pas ce qu'ils ont dans leur assiette. Mais voilà, pourquoi ne pas ouvrir plus ça à une participation des résidents aux activités? Alors, les directeurs d'EHPAD vont nous dire, mais les personnes sont très dépendantes, c'est sûr, mais travaillons sur leurs facultés restantes.
préservons cela. Préservons aussi le goût de toucher, de sentir, de manipuler, et puis d'ouvrir l'établissement vers l'extérieur. Il y a des établissements aussi. J'ai travaillé dans le Nord dans un EHPAD pour personnes sourdes, et qui était très ouverte sur l'extérieur. Et donc, ils avaient construit dans l'architecture une grande salle polyvalente, et puis cette salle était louée aux personnes de l'extérieur. Et donc, c'est ce mouvement intérieur-extérieur, extérieur-intérieur, qui arrête de fermer comme ça l'EHPAD sur la vie de l'extérieur, parce que c'est des lieux. Alors, il y a beaucoup d'expériences qui sont absolument passionnantes. Hein. Il y a des EHPAD qui accueillent des écoles, il y a des petits-enfants qui viennent rencontrer. Et moi, j'ai vu une dame un jour qui était d'ailleurs, qui souffrait d'un peu de troubles cognitifs, mais qui avait un regard tellement souriant en voyant un petit garçon qui était venu jouer avec elle. Il y a aussi cette métamorphose de la rencontre intergénérationnelle. Il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, mais je pense qu'il faudrait que l'architecture favorise encore plus ça. Et on a aussi des résidences où il y a une chambre qui est louée à un étudiant, qui est prêtée à un étudiant en échange je pense à un établissement où il y avait un violoniste qui occupait une chambre gratuitement et qui jouait du violon de temps en temps. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais je pense que l'architecture, elle pourrait favoriser ça encore. Et c'est rare qu'on soit à l'origine. Souvent, c'est des établissements avec des directrices et des directeurs très ouverts qui vont introduire ça dans l'établissement, mais l'architecture ne correspond pas toujours à cette demande-là. Est-ce que votre vision peut apporter des solutions pour les personnes qui ont Alzheimer dans les EHPAD? Oui, oui, oui. Elle peut. En fait, les personnes qui souffrent d'Alzheimer, elles ont plusieurs particularités. Il y a la notion toujours de se promener, on appelle ça déambuler, moi j'aime pas du tout le terme. Alors, besoin de se promener, besoin d'aller à l'extérieur, besoin d'être tout le temps rassuré. Et c'est pour ça que j'ai suivi la formation Montessori, parce qu'il y a vraiment, des lieux à créer de réassurance, y compris dans la chambre, avoir un endroit, le pupitre où on a les photos, voilà, des endroits où se ressourcer quand on est complètement perdu. Et on sait qu'à cet endroit-là, on va retrouver les objets qui sont les nôtres, les photos qui sont les nôtres, etc. Il y a des petites choses comme ça à mettre en place. Après, il y a favoriser comme ça cette promenade. Du coup, moi, je suis beaucoup sur la courbe parce que pour quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, tout fait peur. C'est-à-dire un angle saillant, ça fait peur. Une ombre sur le sol, ça fait peur. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les médecins sur ces sujets-là pour favoriser la promenade dans l'établissement. Comment je peux retrouver cette liberté d'aller et de venir, même si j'ai une fragilité intellectuelle, et comment je vais accompagner ce désir de me promener en évitant les peurs, en évitant que la personne ne veuille quitter l'établissement, parce que c'est aussi une grande loi. Et comment je vais toujours faire des propositions pour que mon esprit soit assouvi sur des désirs et des besoins sans que j'ai envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Super. Une conclusion à l'émission? Alors, je crois qu'il y a beaucoup à faire. Je pense qu'il y a beaucoup de choses très créatives qui sont au sein des établissements, qui ne sont pas toujours sues. Moi, je suis toujours épatée, je suis toujours émerveillée par ce qui peut se passer dans des établissements qui sont parfois pas tout à fait conçu pour que les choses se passent, mais il se passe déjà des choses magnifiques. Il faudrait vraiment beaucoup de rencontres sur nous en disant, mais voilà, nous, comment peut-on faire pour accompagner tout ça, et puis porter un autre regard sur l'EHPAD. Il faut que ce soit vraiment des lieux d'épanouissement, des lieux d'autonomie. Il faut faire aussi évoluer parfois on en parlait tout à l'heure, les professionnels sur effectivement sur la notion de ne pas gérer la vie du résident du matin au soir, mais comment à certains moments le résident peut décider de certaines choses pour lui. Et tout ça, voilà, l'architecture, elle est faite pour accompagner ça. Super, vraiment, c'est vraiment génial. Merci Brigitte Mas. Je rappelle que vous êtes designer spécialisé dans la santé et on peut vous retrouver sur la maison Attentive. Vous trouverez bien sûr le lien sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne soirée, merci.